Bonjour et bienvenue à tous sur ce premier podcast sur le droit constitutionnel, le préambule. Le discours du trône est un discours écrit par le Premier ministre et lu par le roi à la reine. Le régime parlementaire est un régime où le Parlement est responsable devant le gouvernement. Si les parlementaires sont en nombre suffisant, ils sont susceptibles de choisir le Premier ministre. L'après-midi du 16, Manuel Valls doit dire son programme et puis il y a un vote. Si la majorité vote la confiance, alors le gouvernement de Valls restera en fonction. Si la majorité refuse la confiance, donc il y a plus de non que de oui, alors le Premier ministre doit présenter la démission de son gouvernement au président d'après l'article 49, alinéa 1. Au Royaume-Uni, c'est plus simple, mais pareil. La plupart du temps, pas actuellement, c'est une exception depuis 2010, le régime repose sur l'alternance des deux grands partis, le régime bipartisan. Souvent, l'un des deux partis a une majorité de sièges, l'autre est donc minoritaire. Il n'y a donc pas en principe de coalition, le leader a pour vocation d'être Premier ministre. La Convention de la Constitution, c'est le roi et la reine qui est tenu d'appeler comme Premier ministre le leader du parti majoritaire, en dépit de son propre avis. Par exemple, en 1938, Margaret Thatcher est restée Première ministre durant 2 mandats, mais 10 ans au pouvoir. Difficile donc, malgré la majorité et donc sa réélection, elle a cessé d'être leader de son parti. Il est arrivé, pour Margaret Thatcher comme pour Tony Blair, qu'à un moment le parti conservateur finisse par se dire qu'il n'avait aucune chance. Margaret Thatcher cesse d'être leader au parti conservateur, poussée par ses propres amis, elle est alors obligée de passer la main, c'est-à-dire obligée politiquement de déposer sa démission à la reine, et celle-ci est politiquement obligée de choisir le second leader. C'est la même situation 20 ans plus tard avec Tony Blair. Il y a un paradoxe. Aujourd'hui, cette responsabilité du Parlement responsable devant le gouvernement n'est plus effective. Il arrive que le parti majoritaire change de leader, mais il faut rester le meilleur leader possible. La typologie des régimes politiques. Le régime parlementaire est différent d'un régime présidentiel. Le régime britannique a progressivement évolué vers un régime parlementaire parce qu'au XVIIIe siècle, la responsabilité des ministres est devenue une question importante. 1716, 13 colonies britanniques devenues indépendantes, puis qui ont décidé de se fondre, sont devenues les États-Unis. Au XIXe siècle, opposant les deux régimes les plus stables, britanniques et américains, on a trouvé le régime parlementaire et le régime présidentiel. Un régime présidentiel comporte les mêmes grandes caractéristiques que le régime parlementaire. 1867. Bagehot, le corps électoral désigne les députés et le président. Qu'on oppose le régime américain avec le régime britannique ou le régime parlementaire versus présidentiel. Le régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, les électeurs élisent le pouvoir législatif qui élit le pouvoir exécutif, législatif qui choisit le Parlement. Donc si le Premier ministre perd la confiance du Parlement, il doit se retirer. Une élection qui désigne les députés et forme la Chambre des communes. C'est la majorité aux conservateurs et aux travaillistes, dire qui doit être le Premier ministre. Le régime présidentiel. Dans un régime présidentiel, les électeurs élisent le pouvoir législatif qui élit le pouvoir exécutif, le président. Donc le président est élu au suffrage universel. Deux pouvoirs indépendants. Ni le président ni le ministre ne sont responsables devant le Parlement. Le Parlement ne peut pas être dissous. Le président dispose de pouvoirs importants, par exemple le droit du veto dans la loi. Le cas de l'Allemagne. L'Allemagne est l'exemple même d'un régime parlementaire. Le pouvoir exécutif est assuré par la chancelière, ce qui équivaut au Premier ministre britannique, car il dispose d'une majorité au Parlement. Donc, c'est un parti nombreux plus une grande coalition. Le président ne joue qu'un rôle honorifique à la différence d'un régime présidentiel. Notion de régime semi-présidentiel contestée. Cette distinction entre régime parlementaire et régime présidentiel est compliquée, car ce qui était vrai du temps de Bagehot ne l'est plus aujourd'hui, car on trouve désormais, par exemple en France, la Ve République, des régimes où l'exécutif est élu au suffrage universel,
comme dans un régime présidentiel, et où le gouvernement est responsable devant le Parlement, comme dans un régime parlementaire. Donc, c'est un nouveau régime mixé. À côté des régimes parlementaires et présidentiels, on a alors la création d'une troisième catégorie, le régime semi-présidentiel, pourtant controversé. Depuis 1962, la Ve République a changé de nature en sortant plus ou moins d'un régime parlementaire. Régime parlementaire, c'est la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Les régimes présidentiels comme l'Amérique du Sud, le Brésil, la Colombie. Les régimes semi-présidentiels, donc la France, le Portugal, la Russie, l'Ukraine. Les régimes parlementaires sont à peu près répartis de façon égale dans le monde. Mais des régimes parlementaires, on en trouve surtout en Europe, des régimes présidentiels surtout en Amérique centrale et du Sud, des régimes semi-présidentiels surtout en Europe centrale et orientale, dans les pays post-communistes qui se sont dotés de nouvelles constitutions au début des années 90. Pour autant, le rattachement d'un pays à un régime ne dit pas tout. Parmi les régimes parlementaires, par exemple au Royaume-Uni, en principe bipartisan, la Belgique, régime parlementaire multipartisan, il y a des différences. En Belgique, il y a les chrétiens sociaux, les libéraux, les écolos, les socialistes, donc il y a un multipartisme. L'État fédéral, comme les États-Unis ou l'Allemagne, où chaque parti politique est double, un parti francophone, l'autre néerlandophone. Quand il y a des élections législatives, une photo de l'Assemblée est diffusée le soir pour donner une idée du nombre de places par parti. Mais attention, aucune idée du Premier ministre qui sera désigné le lendemain en fonction des coalitions pour en former un majoritaire. C'est-à-dire trouver des points d'accord, processus qui peut prendre des heures, mois, des années. Par exemple, après les élections de 2009, il a fallu 530 jours pour que les discussions débouchent sur une coalition. Aucune décision prise pendant 1 an et demi. Le Parlement bicaméral. Quand le Parlement est bicaméral, est-ce que le gouvernement est responsable devant un ou deux chambres? Multipartisan, c'est bâtir une coalition majoritaire qui dure. Printemps 2013, Italie. Difficulté aujourd'hui, le bicaméralisme égalitaire. Il y a une formation d'une coalition compliquée. Classer un régime dans la catégorie des régimes présidentiels, c'est uniquement rappeler que le président est élu au suffrage universel et n'est pas responsable devant les députés. Attention, les régimes présidentiels sont tous différents. Les Américains ne parlent pas de régime présidentiel, mais de séparation des pouvoirs. Se traduit d'abord par l'indépendance réciproque des pouvoirs, politiquement, que le président américain doit faire avec le Congrès et inversement, pour l'adoption de la loi. Le président et les deux chambres doivent trouver des compromis, parce que le président doit faire avec une chambre qui peut être majoritairement républicaine. Aux États-Unis, il y a le droit de veto. Donc pour adopter une loi, accord du gouvernement nécessaire, plus absence d'opposition obligatoire de la part du président. La loi est donc adoptée. La loi votée par la Chambre des représentants, le Sénat, et qui a eu l'approbation du président, le compromis est la base de la culture washingtonienne. En revanche, au Venezuela, par exemple, c'est très différent. La culture est compromise et inexistante. L'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est inexistant, c'est l'écrasement de l'ensemble des institutions. Il existe une grande variété de régimes semi-présidentiels, monistes, dualistes. Un schéma de ces deux régimes est disponible à la page 18 de la synthèse. Chapitre 1. L'État. On peut envisager l'État comme le support abstrait du pouvoir, ou pour dire les choses autrement, c'est une façon de séparer ou de fonder le pouvoir sur notre entité de la personne, même des gouvernants. Opposer la personne physique au gouvernant, c'est dire que le gouvernement est une société. On parle d'une construction théorique et d'une réalité historique, caractéristiques qui ne se sont mises en place que très progressivement. L'État est donc un ensemble, un tissu d'institutions qui produit des normes juridiques, la loi, qui les applique et qui les sanctionne. Section 1. Les éléments constitutifs. Pour parler d'État, il faut disposer de 3 choses à définir. Une population, un territoire
et un pouvoir que l'on qualifie de souverain. La population. Les conceptions de la nation. C'est l'ensemble des individus qui sont soumis au pouvoir normatif de l'État. La question qui s'est alors posée, qu'est-ce qu'une nation? Se sont alors affrontées deux conceptions de la nation. Une conception dite objective et une dite subjective. La conception objective de la nation consiste à la fonder sur des critères objectifs avec les dangers que cela comporte. Critères, la langue, la religion, la race. Gobineau étude sur la race. À cette conception dite objective de la nation qui s'inscrit dans une perspective de la théorie du droit de sang, on peut distinguer une seconde conception subjective, qui repose sur une philosophie totalement différente énoncée par Renan, 1882. Je cite. « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Ce qui compte d'après lui, c'est de pouvoir vivre ensemble, quelles que soient les origines des individus qui la composent, leur origine ethnique, leur langue maternelle. Ce qui compte, c'est la volonté de vivre ensemble, le sentiment de partager un passé commun et d'avoir surtout un avenir, un destin commun. Ces deux conceptions sont parfois présentées comme conception allemande et conception française de la nation. Une fois surmonté le problème de définition de la nation, la question qui se pose, c'est celle des relations de la nation avec l'État. À partir de quand et jusqu'où une nation a-t-elle vocation à devenir un État? Les relations entre la nation et l'État. Ce principe des nationalités va connaître un destin singulier, tout en se transformant quelque peu. La charte de l'ONU ne parle pas de nationalité, mais reconnaît le droit à disposer de soi-même. Article 2. Donc éventuellement à s'ériger en État, voire à recouvrer leur souveraineté si celle-ci avait été perdue au moment de la colonisation. L'affirmation du droit des peuples à recouvrer leur souveraineté va être l'une des batailles principales des Nations Unies. À la même époque, l'ONU va fixer une liste des territoires à décoloniser. La France a été concernée au premier chef par cette liste et à un moment y ont figuré la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, l'archipel des Comores, la Polynésie. Référendum organisé dans l'archipel des Comores pour le retour à la souveraineté de l'archipel. Retour accepté, sauf à Mayotte, puis deuxième pour leur proposer l'indépendance, donc Comores indépendants, sauf Mayotte français, de même que la Nouvelle-Calédonie qui avait subi des tensions très vives au milieu des années 80, affrontements très violents. Finalement, un processus de paix s'est mis en place au printemps 1988. Dit de Matignon, qui devrait s'achever en 2018 sur la tenue d'un référendum pour l'indépendance. Enfin, la question de la Polynésie française, à l'époque dominée par les indépendantistes, avait demandé son nom sur la liste des territoires à décoloniser. Donc aujourd'hui, le principe de l'État-nation l'a en quelque sorte emporté, même si le nom de l'Écosse, par exemple, nous montre que ce n'est pas un mouvement figé. Il arrive qu'une nation soit partagée en deux États comme en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Même chose, la Corée aujourd'hui divisée en deux. Mais il arrive aussi qu'un État comprenne ou absorbe plusieurs nations. C'est le cas des empires ottomans, austro-hongrois, soviétiques. Des États binationaux également ou multinationaux, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie qui étaient des constructions récentes. La situation du Canada ou de la Belgique nous rappelle que la coexistence entre le Canada anglais et le Canada français par exemple, ce n'est pas toujours simple. Là aussi, des tensions sont parfois fortes. 2 référendums ont été tenus, ainsi que la question de la Belgique était très jeune, qui date du 19e siècle, où cohabitent néerlandophones et francophones, où aujourd'hui d'une certaine façon la Belgique est peut-être en phase d'éclater. On trouve aussi parfois des nations écartelées entre plusieurs États. C'est le cas des Kurdes. La question est donc de savoir jusqu'où poursuivre cette mécanique presque infernale qui se traduit par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et les tensions sont vives parce que la revendication nationale des uns est vue par les autres comme un danger de démembrement. Les revendications nationalistes des Kurdes sont vues comme une menace pour l'intégrité des États voisins. Face à ces mouvements, question de prudence de la communauté internationale. Parfois, la seule chose qui compte, ce sont les rapports de force. On peut donc avoir de la sympathie pour le peuple tibétain, derrière le Tibet,
il y a la Chine. Donc c'est plus facile d'afficher une forme de sympathie pour De Gaulle qui clamait « Vive le Québec libre !» parce qu'on avait peu à craindre de nos amis canadiens, mais c'est plus compliqué de s'affronter réellement à la Russie, à la Chine. Le territoire. Les modes de délimitation du territoire. Évidemment, il n'y a pas d'État sans territoire, et la responsabilité étatique est d'abord fondée sur la revendication territoriale. Question sur le partage du territoire de la Palestine. Les conflits territoriaux sont donc monnaie courante, même s'il faut partir sur l'idée que les frontières sont fondées avec l'État. Revendication territoriale d'Hitler dans les années 30 ou de nos jours dans l'Est de l'Europe. Des coups d'épée qui ne font qu'entériner les rapports de force, le traité de Versailles 1919. Pour assurer un peu de stabilité sur la planète, puisque la première source de conflit est territoriale, il faut essayer de prohiber ces conflits et donc consacrer le principe de respect de l'intangibilité des frontières. Article 2, paragraphe 4, Charte de l'ONU. Prohibition du recours à la force en laissant faire le risque et que, une fois que les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Finalement, il était peut-être un peu plus simple de réagir lorsque l'Irak a envahi le Koweït que lorsque la Russie a envahi la Guinée ou en 1967 lorsque Israël annexe la Cisjordanie et Gaza. La sympathie, les rapports de force sont susceptibles d'expliquer que ce peut être compliqué d'intervenir. Les différentes formes de territoire. Chaque État ayant des frontières terrestres et maritimes dont on distingue la mer territoriale, la zone contiguë, mais la haute mer n'appartient pas. Dans vos eaux territoriales, vous êtes pleinement souverain. La zone économique confère des droits sur les ressources maritimes, les fonds marins, toutes les ressources susceptibles d'être trouvées. Aucun État ne peut prétendre affirmer sa souveraineté en haute mer. Pour le territoire aérien, il faut distinguer le territoire atmosphérique où les États sont souverains, donc le survol du pays doit être autorisé par l'État souverain, de l'espace extra-atmosphérique, puisqu'avec le développement des satellites géostationnaires qui sont fixes, puisqu'ils tournent exactement à la même vitesse que la planète, ils sont donc à la perpendiculaire d'un certain nombre d'États qui ont dit qu'ils étaient souverains de cet espace. C'était une façon d'obtenir des réseaux satellitaires au-dessus de leurs États. Finalement, la solution qui s'est imposée a été la même pour l'espace extra-atmosphérique que pour la haute mer, c'est un espace ouvert. La souveraineté. La souveraineté, selon un grand juriste français du début du XXe siècle, Carré de Malbert, c'est le caractère suprême d'un pouvoir. Suprême en ce que le pouvoir n'en admet aucun autre ni au-dessus de lui, ni en concurrence avec lui. Quand on dit que l'État est souverain, il faut entendre par là que dans la sphère où son autorité est appelée à s'exercer, il détient une puissance qui ne relève d'aucun autre pouvoir et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir. Et un État, par définition, présente ces caractéristiques. On ne peut pas parler d'État si les autorités politiques qui s'exercent sur ce territoire ne sont pas souveraines. Donc la souveraineté est le critère essentiel de l'État. Il n'y a pas d'État non souverain. Cette souveraineté se décomposant en deux faces. D'une puissance qui ne relève d'aucun autre pouvoir, c'est ce qu'on appelle la souveraineté externe, et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir, c'est ce qu'on appelle un pouvoir interne. La souveraineté externe. Cette lutte a débuté par le combat pour la monarchie et l'affirmation de la souveraineté du roi. C'est l'affirmation par le roi qu'il ne tient son pouvoir ni de l'empereur ni du pape. Ça a été tout le combat de la monarchie qui commence au XIIIe siècle et qui s'affirme au début du XIVe avec Philippe le Bel, et dans le même temps, les rois de France vont mener campagne sur un autre front pour affirmer leur souveraineté sur les grands féodaux, la haute noblesse, par un processus politique, les amener à la cour pour les surveiller et les domestiquer. La souveraineté externe se traduit par, selon Hessemein, le droit de représenter la nation et de l'engager dans ses rapports avec les autres nations. C'est le droit de conclure des traités et droit de législation active et passive. La souveraineté interne. Elle renvoie à cette idée que l'État possède sur toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, une autorité suprême. L'État est susceptible de redessiner le contour des collectivités, de les supprimer, d'en modifier les limites territoriales, de modifier leurs compétences. Elles sont toutes assujetties au pouvoir de la République.
L'État a donc le monopole de la violence légitime, selon Weber, c'est-à-dire le pouvoir normatif de faire la loi et surtout le pouvoir d'assurer le respect de ces lois par un pouvoir de coercition qui n'appartient qu'à l'État, et c'est ce monopole de la violence qui, sur le plan interne, caractérise l'État.